Le Dominion Krell avait semé la destruction aux confins de la galaxie pendant 300 ans. Leurs vaisseaux se déplaçaient comme des sauterelles dans l'espace, ne laissant derrière eux que mort et silence. 47 civilisations avaient qu'en ont succombé sous leurs essaims infinis. 47 cultures, langues et rêves uniques avaient été effacés de l'existence. Les Krells étaient de véritables cauchemars, mais d'une beauté saisissante. Hauts de 40 mètres, ils reposaient sur 6 pattes en forme de cerf-volant, et leur corps était recouvert d'une armure noire réparable en quelques heures. Leurs yeux rougeoyaient dans l'obscurité de leur vaisseau, et leurs mandibules pouvaient broyer l'acier. Mais le pire chez eux n'était pas leur apparence, c'était leur esprit. Ils partageaient une conscience collective avec des milliards d'individus. Lorsqu'un Krell apprenait quelque chose, tous le savaient. Lorsqu'un Krell mourait, les autres le remarquaient ou à peine. Cet esprit de ruche faisait d'eux des tueurs parfaits. Ils ne ressentaient ni peur, ni pitié, ni doute. Ils se contentaient de consommer et de passer à autre chose. Ils étaient désormais arrivés à Valia. La planète natale des Valassiens brillait dans l'espace comme un joyau bleu et vert. Depuis l'orbite, on pouvait apercevoir les cités cristallines qui captaient la lumière du soleil et la dispersaient en arc-en-ciel. Les habitants des vallées étaient un peuple paisible, réputé dans toute la galaxie pour son art, sa musique et sa philosophie. Ils communiquaient par télépathie, partageant leurs pensées et leurs émotions avec la même aisance que d'autres parlent. La guerre leur était étrangère. La violence était un concept qu'ils avaient découvert dans les livres d'histoire anciens, et non une pratique qu'ils appliquaient. Cela faisait d'eux des victimes idéales. Le blocus Krell encerclait Valassia comme un nuage sombre. Des centaines de vaisseaux biologiques vibraient de technologies organiques. Leurs armes étaient chargées et prêtes à l'emploi. À l'intérieur du plus grand vaisseau, l'amiral de la Ruche scrutait la planète en contrebas, avec un froid calcul. Les Valians possédaient quelques vaisseaux de défense, mais ils étaient conçus pour l'exploration, non pour le combat. Ce serait facile. À la surface de Valia, des milliards de voix télépathiques hurlaient de terreur. Elles avaient envoyé des signaux de détresse au Conseil galactique des semaines auparavant. Elles avaient imploré de l'aide, une protection, n'importe quoi. Le Conseil avait promis d'intervenir. Mais le Conseil promettait toujours et tenait rarement ses promesses. Dans la grande salle du Conseil galactique, les représentants de 33 espèces se réunirent en session d'urgence. La salle avait été conçue pour favoriser la coopération, avec des sièges disposés en cercle, afin qu'aucune espèce ne soit assise sur une autre. Mais à cet instant, ce cercle ressemblait à une cage. « Nous devons agir !» s'écria l'ambassadeur Tyros, ses écailles bleues scintillant d'agitation. Son peuple, les Sarwin, avait échappé de justesse à l'invasion des Krells 20 ans auparavant. Il se souvenait encore de la terreur. Les vaillants auront disparu demain si nous ne faisons rien. Et que voulez-vous que nous fassions ? Répondit la conseillère d'une voix mécanique, froide et précise. Les 3 dernières coalitions militaires que nous avons envoyées contre les Krells ont été complètement anéanties. Nous avons perdu plus de 2000 vaisseaux et n'avons récolté que des cadavres. Un silence de mort s'installe. Chacun se souvient de ses défaites. Les Krells étaient invincibles par les moyens conventionnels. Leur nombre était trop important, leur régénération trop rapide, leur coordination trop parfaite. Peut-être pourrions-nous négocier, suggéra un délégué plus petit, d'une voix à peine audible. Négocier quoi ? S'exclama Théros. Les Krells ne négocient pas. Ils ne veulent mainte ni territoire, ni ressources, ni pouvoir. Ils veulent l'extinction. Ils veulent être les seuls survivants. Tandis que le Conseil tournait en rond, la bataille pour Velasia commença. La flotte de défense valassienne comptait 42 vaisseaux. C'étaient de magnifiques bâtiments, aux courbes élégantes et aux détails raffinés. Ils se tenaient en formation entre leur monde natal et les Synkrels,
sachant qu'ils allaient mourir, impuissants. Les cris télépathiques de leur planète résonnaient encore, agonisants et inertes. Ces signaux télépathiques, envoyés par leur planète, résonnaient dans l'esprit de chaque défenseur. Ils pouvaient ressentir la peur de leurs enfants, de leurs parents, de leurs proches. Ils ne pouvaient pas les abandonner. La commandante Celis se tenait sur le pont du vaisseau amiral, le Dawn Sprayer. Elle était jeune pour une commandante, à peine 50 ans, mais la guerre avait éclaté trop vite pour respecter les traditions. Par le hublot, elle aperçut les vaisseaux biologiques Krell qui commençaient à s'approcher. Ils avançaient avec une détermination terrifiante, tels des araignées tissant leur toile. Tous les navires étaient déployés en formation de type 7. Malgré la peur qui l'habitait, elle garda son calme. Nous ne pouvons ni les arrêter, ni les retarder. Chaque minute gagnée est une minute de plus pour que les navires d'évacuation atteignent le continent austral. Les Krell ouvrirent le feu les premiers. Projectiles biologiques, plasma acide et missiles vivants déchirèrent en l'espace entre les flottes. Les vaillants boucliers s'assombrirent pendant une dizaine de secondes avant de commencer à faiblir. Il s'agissait de vaisseaux scientifiques dotés d'améliorations défensives, pas de vaisseaux de guerre. Elle n'avait pas prié pour cet eau trouble. Quand quelque chose déchira sa coque, l'atmosphère se répandit dans l'espace, emportant avec elle 6 membres d'équipage. Elle ressentit leur terreur en mourant. Un cri résonna dans sa tête, mais elle se força à se concentrer. Elle fit feu avec les armes du navire, parvenant à endommager un vaisseau Krill avant que 3 autres ne parviennent à l'encercler. Un à un, les vaisseaux valassiens tombèrent. Ils se défendirent avec désespoir et courage. Mais le courage ne pesait rien face à une force écrasante. En 20 minutes, il ne restait plus que 12 vaisseaux. En 40 minutes, il n'en restait plus que 3. 1 heure plus tard, le vaisseau de l'Aube dériva seul dans le vide, ses moteurs détruits et sa coque percée d'une douzaine d'endroits. Le commandant Cely observa par le hublot fissuré les capsules d'invasion Krell qui commençaient à se lancer vers sa planète natale. Des milliers d'entre elles transportaient des millions de soldats. Ils avaient échoué. Ils avaient échoué sur toute la ligne. Puis, l'impossible se produisit. L'officier des capteurs, à moitié enseveli sous les décombres, se mit soudain à halèter. « Commandant, il y a quelque chose sur les scanners longue portée. Un vaisseau, un gros. » Sully se dirigea vers la console des capteurs. Son corps était meurtri par ses blessures. L'écran holographique s'illumina, affichant un contact. S'approchant de régions inexplorées de l'espace, il était massif, plus grand que n'importe quel vaisseau biologique de type Krill, et sa signature énergétique était totalement inconnue. « De quelle espèce s'agit-il » demanda Silas. « Je ne sais pas, commandant. Il n'est répertorié dans aucune base de données. Sa conception est étrange. Les matériaux sont étranges. Tout est anormal. » Le mystérieux vaisseau maintint un cap constant droit sur la flotte Krell. Il ignorait tout des fréquences de communication. Il ne ralentit pas et ne changea pas de direction. Il avança seul vers une armada de 500 vaisseaux de guerre. À bord du vaisseau amiral Krell, l'amiral de la Ruche fut alerté de la présence de l'intrus. Grâce à la conscience collective du Dominion, il analysa le vaisseau qui approchait. La conclusion fut unanime, insignifiant. Un vaisseau contre 500. Il serait rapidement détruit. Mais quelque chose dans la conception du vaisseau troublait l'amiral de la Ruche. Il était rudimentaire, utilisant ce qui semblait être des armes cinétiques primitives et une technologie nucléaire basique. La coque était couverte de marques et de symboles étranges. Sur son flanc, en lettres que l'ordinateur Cal traduisait lentement, figurait le nom indubitable de l'USNS. En dessous, 2 autres mots, Terre unie. L'amiral de la Ruche n'avait jamais entendu parler de la Terre, mais cela allait bientôt changer. Car l'humanité, malgré toute la violence, les guerres et les effusions de sang qui ont jalonné son histoire, avait enfin trouvé un sens à toutes ces leçons durement apprises. Elle avait trouvé quelqu'un qui méritait véritablement sa fureur. La galaxie allait bientôt découvrir ce qui arrivait lorsqu'on menaçait des innocents devant ceux qui maîtrisaient l'art de la guerre.
L'amiral de la Ruche observait le vaisseau qui approchait et avec le froid calcul forgé par 3 siècles de conquête. Un vaisseau transportant 500 de l'heure. Le calcul était simple, l'issue inévitable. Pourtant, le protocole exigeait une riposte à toute menace, aussi insignifiante fût-elle. Envoyez l'escadron 7, ordonna l'amiral de la Ruche par la conscience collective. Éliminez rapidement l'intrus. 50 croiseurs de bataille se formèrent et foncèrent sur le vaisseau de guerre humain. Chaque croiseur était un chef-d'œuvre de génie biologique, conçu plutôt que construit, doté d'armes capables de détruire des planètes et de boucliers ayant résisté à des frappes nucléaires. L'escadron se déplaçait en parfaite coordination, leur esprit collectif leur permettant de réagir comme une seule entité. Ils se rapprochèrent à portée et se préparèrent à faire feu. Puis, pour la première fois depuis plus d'1 heure, le mystérieux vaisseau répondit aux appels. La transmission était uniquement audio. Les paroles furent traduites selon le protocole galactique standard. La voix était féminine, calme et totalement indifférente aux 50 vaisseaux de guerre qui le prenaient pour cible. C'était le capitaine Sarachen du vaisseau de guerre de la Terre unie, l'Indomptable. Vous commettez un génocide contre une espèce pacifique. Reposez-vous immédiatement ou vous serez éliminé. Pendant 3 secondes entières, l'amiral de la Ruche assimila la déclaration. Éliminé? Ce seul vaisseau menaçait de les anéantir? L'idée était si absurde que même l'unité parfaite de l'esprit de la Ruche sembla se figer dans la confusion. Détruisez-le, ordonna l'amiral de la Ruche. L'escadron 7 ouvrit le feu. Les canons à bioplasma déchaînèrent un torrent de matière surchauffée. Des missiles acides furent lancés de toutes parts vers le vaisseau humain. Des mines actives furent déployées pour encercler et consumer la cible. La puissance de feu était suffisante pour fendre une lune en deux. La riposte des Indomptables fut immédiate et terrifiante. Les systèmes de défense antimissiles ont explosé sur la coque du cuirassé. Des milliers de petits canons électromagnétiques ont suivi, tirant en parfaite synchronisation. Chaque tir était calculé par une intelligence artificielle sophistiquée. Le bioplasma fut dispersé par des impacts cinétiques parfaitement synchronisés. Les missiles acides explosèrent à distance de sécurité. Les mines vivantes furent entièrement réduites en miettes avant même d'atteindre leur portée optimale. Puis, les Indomptables ripostèrent. Les Krell n'avaient jamais vu d'armes pareilles. Les canons électromagnétiques propulsaient des projectiles de tungstène à des vitesses proches de celles de la lumière. Chaque projectile possédait une énergie cinétique équivalente à celle de petites armes nucléaires. Ils transperçaient l'armure biologique des Krell comme du papier de soie. Ils traversèrent plusieurs vaisseaux avant que leur énergie ne se dissipe. Les lanceurs de missiles s'ouvraient sur les flancs des Indomptables, lançant des salves d'ogives nucléaires. Mais il ne s'agissait pas de simples armes atomiques. Chaque ogive était un système complexe de charges creuses, de lentilles électromagnétiques et de programmation tactique. Lors de leur explosion, il ne s'agissait pas d'une simple explosion. Elles concentraient leur énergie en d'étroits cônes de pure dévastation, créant ce que les ingénieurs appelaient des objets Kassaba, des lasers à rayons X et des jets de plasma nucléaire. Franchissant la distance qui les séparait à la vitesse de la lumière, les vaisseaux Krell étaient équipés de boucliers conçus pour dévier les armes à énergie. Mais ces armes étaient des technologies cinétiques et nucléaires que les Krell avaient abandonnées des milliers d'années auparavant, car considérées comme primitives et inefficaces. Leurs boucliers étaient aussi fragiles que du papier. Dès la première minute, 12 vaisseaux Krell furent détruits. À la deuxième minute, 15 autres furent immobilisés ou évacués dans l'espace. À la quatrième minute, 35 des 50 vaisseaux de l'escadron 7 avaient disparu, et les survivants tentaient désespérément de battre en retraite. Sur le pont des Indomitables, le capitaine Sarah Lavnichen observait la manœuvre tactique avec une équipe de professionnels. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à apprendre à tuer efficacement. L'histoire sanglante de la Terre l'y avait bien préparée. « Cessez le feu !» ordonna-t-elle. « Laissez les survivants regagner leur flotte. Je veux qu'ils fassent un rapport sur ce qui s'est passé ici. »« Moi, capitaine,
répondit le lieutenant Morrison depuis son poste tactique. Toutes les armes ont été sauvées. Mince alors, c'était presque trop facile. Ne les sous-estimez pas, prévention. S'ils ont conquis la moitié de la galaxie, ce n'est pas par hasard. On les a juste pris par surprise. Ils combattent des espèces qui ont abandonné les armes cinétiques et la technologie nucléaire il y a des siècles. Ils ont oublié à quel point les lois fondamentales de la physique peuvent être dangereuses. À travers la galaxie, le Conseil galactique observait la situation grâce à des capteurs à longue portée. Sa confiance en ses propres doctrines militaires vacilla soudain. Pendant 3000 ans, la guerre galactique avait évolué vers les armes à énergie, les canons à plasma et les boucliers défensifs. Les armes cinétiques étaient considérées comme obsolètes, trop lentes et trop limitées, à une époque où les voyages étaient supraluminiques. Mais les humains avaient prouvé une chose que le Conseil avait oublié. Aussi rapide que soit la recharge des boucliers, si une tige de tungstène se déplaçant à une fraction de la vitesse de la lumière les transperce avant qu'ils ne puissent réagir. L'ambassadeur Tiro fixa l'écran tactique, incrédule. Ils ont détruit 35 vaisseaux en 4 minutes. 35 ? Avec des armes que nous avons abandonnées avant même de pouvoir nous envoler dans l'espace. Pas abandonnées, corrigea le conseiller Vex. Son esprit mécanique analyse rapidement les données de la bataille. Nous les avons dépassées. Nous pensions que l'énergie de nos armes était supérieure, mais les humains n'ont jamais cessé de développer des systèmes cinétiques. Ils ont militarisé la physique elle-même. À bord du vaisseau amiral Krell, l'amiral de la Ruche a reçu des rapports des survivants de l'escadron 7. La conscience partagée a été traitée. L'information parvint instantanément à la compréhension que la menace était loin d'être insignifiante. C'était quelque chose de nouveau, de dangereux, quelque chose qu'il fallait anéantir immédiatement avant qu'il ne puisse menacer l'expansion du Dominion. La fierté et la fureur s'emparèrent des esprits de la Ruche. Aucun vaisseau n'avait jamais survécu à une telle résistance. Cette insulte était intolérable. L'invasion de Valia pouvait attendre 1 heure. Il allait d'abord anéantir cet arrogant nouveau venu et ajouter ses débris au cimetière de ceux qui s'étaient opposés à lui. « Tous les vaisseaux !» ordonne l'amiral de la Ruche. « Levez le blocus, convergez sur le vaisseau humain. Je veux que 500 vaisseaux l'encerclent en 10 minutes. Utilisez le nombre écrasant. Écrasez-les par la masse. » Encerclez-le en moins de 10 minutes. Utilisez le nombre. Écrasez-le par la force brute, que signifie la mort. L'armada Krill pivota d'un seul bloc. Un essaim de vaisseaux de guerre biologiques se déplaçant selon un schéma terrifiant. Ils formèrent une sphère autour de la position projetée de l'indomptable. Approchant de toutes parts, il n'y aurait ni fuite, ni manœuvre intelligente, ni espoir de survie. L'extinction pure et simple. Sur Velacia, le commandant Sville observait la flotte depuis la prière de l'aube. Les cris de la flotte encerclant le vaisseau humain la paralysaient. Elle voulait espérer, mais l'espoir semblait vain. Un vaisseau contre 500. Les humains avaient remporté une bataille, mais à présent, c'était impossible. Elle essayait de les avertir. Ses communications étaient à peine fonctionnelles, mais elle parvint à envoyer un signal faible aux indomptables. « Vaisseau humain, battez-vous en battant en retraite, vous le pouvez. Ils vous détruiront. Vous ne pouvez pas tous les combattre. Fuyez, paix de valiants. » Selon toute doctrine militaire raisonnable, c'était du suicide. Un seul vaisseau ne pouvait pas affronter 500. C'était mathématiquement impossible. Elle combattait avec une brutalité de plus en plus sophistiquée. Elle avait appris à vaincre même en infériorité numérique, à transformer les désavantages en avantages, les forces de l'ennemi en faiblesse. Elle avait appris que la guerre n'était pas une question de combat juste ou honorable. Il s'agissait de gagner à tout prix. Message à tous les observateurs du Conseil galactique, ordre du chêne. Dites-leur de bien regarder. Ils sont sur le point de découvrir ce que les humains entendent par guerre totale. Sur l'écran tactique, la sphère Krell était presque complète. 500 vaisseaux les encerclaient,
armes chargées, prêts à faire feu simultanément et à anéantir les indomptables dans un déluge de bioplasma et d'armes vivantes. Le capitaine Chen était assise dans son fauteuil de commandement, calme et concentrée. Elle avait combattu dans des conditions bien pires dans la ceinture, lorsque son croiseur avait été pris en embuscade par une flotte pirate entière près de Jupiter. Elle avait survécu, car elle avait compris une vérité simple. Le nombre n'avait d'importance que face à l'ennemi. L'essentiel était de les forcer à se battre. « Tout le monde à votre poste !» annonça-t-elle par l'interphone du vaisseau. « Est-ce qu'ils s'arrêtent ?» Préparation tactique, solution de tir, ingénierie Oméga 7. J'ai besoin d'une alimentation de secours pour les systèmes cinétiques. Rod, soyez prêt à manœuvrer rapidement à mon signal. Elle se pencha en avant, les yeux rivés sur l'ennemi qui approchait. Montrons à ces insectes ce que les enfants de la Terre ont appris de siècles de guerre. Toutes les armes sont gratuites. Engagez-vous à votre guise. L'indomptable, seul face à 500 ennemis, ouvrit le feu et la galaxie apprit à craindre l'humanité. L'espace sombra dans le chaos. L'indomptable ne combattait comme aucun autre vaisseau de guerre que les Ècres avaient rencontré auparavant. Il ne maintint pas sa position sous le fenouil. Il ne tenta pas de briser l'encerclement. Au contraire, il plongea droit sur la plus forte concentration de navires ennemis, accélérant à des vitesses suicidaires. Des coups fous furent portés à l'ambassadrice Tyros, qui observait depuis la salle du conseil. Elle volait au milieu, mais le capitaine Jean n'était pas fou. Elle avait calculé que les Kreenes avaient encerclé son navire. En une sphère parfaite, chaque navire était positionné de manière à créer des champs de tir, se chevauchant sans aucun espace. Il s'agissait d'une doctrine militaire classique, conçue pour empêcher la cible de s'échapper et la bombarder simultanément de toutes parts. Ce fut également une erreur fatale. La première action de l'indomptable fut de lancer une série de mines nucléaires derrière lui. Il ne s'agissait pas de mines conventionnelles destinées à attendre l'approche des navires ennemis. Au lieu de cela, elles explosèrent immédiatement, créant d'immenses nuages de plasma surchauffé et d'interférences électromagnétiques. Des sphères de destruction en expansion s'abattirent sur les vaisseaux qui les poursuivaient, submergeant leurs capteurs et leurs boucliers. Pendant que les vaisseaux derrière eux étaient aveuglés, Chen exécuta une manœuvre que les pilotes humains appelaient « porter l'aiguille ». Il se plaça directement entre deux vaisseaux ennemis, suffisamment près pour que leurs propres armes ne puissent pas les atteindre et leurs peignes se touchaient mutuellement, agissant par leur esprit de... La ruche a pris la décision unanime d'éteindre le feu pour éviter des pertes parmi ses camarades. Ils se repositionneraient, puis tireraient. Cette décision prise en 3 secondes leur a coûté très cher. Alors que l'indomptable passait entre les deux vaisseaux Krell et que ses systèmes de défense rapprochés s'ouvraient, il fit feu à bout portant. Les canons électromagnétiques percèrent le blindage de la queue. Des missiles perforants explosèrent à l'intérieur des vaisseaux ennemis. Les flancs des deux vaisseaux furent éventrés en quelques secondes, leur système biologique défaillant lorsque l'atmosphère se déchaîna et que l'équipage périt. Chen fit alors quelque chose qui laissa tous les observateurs militaires sans voix, de la galaxie incrédule. Elle utilisa le puits de gravité de Valia. Barre, manœuvre de fronde, exécutée. Maintenant, elle ordonna à l'indomptable de plonger vers la planète, utilisant sa gravité pour accélérer au-delà des capacités de ses seuls moteurs. Le Krill le poursuivit, 500 vaisseaux à la poursuite d'un seul, chacun augmentant sa vitesse pour rattraper sa proie. Ils étaient tellement absorbés par la destruction qu'ils ne remarquèrent même pas qu'ils suivaient tous la même trajectoire, se regroupant en orbitant autour de la planète. Le capitaine Chen attendait le moment idéal. Une solution de tir Oméga 7, tous les canons, mais l'indomptable avait été construite selon le principe qu'on n'a jamais trop de canons. Sa conception comprenait 42 batteries de canons électromagnétiques, 80 tubes lance-missiles et 36 points de défense. En rafale. Tous tirèrent simultanément, non pas sur les vaisseaux poursuivants, mais sur le champ de débris spatiaux créé par la bataille précédente. Des centaines de projectiles en tungstène
s'abattirent sur les épaves de vaisseaux Galkrell détruits, les vaisseaux de la mort Valien et des débris spatiaux épars. L'impact cinétique projeta des éclats dans toutes les directions. Chaque fragment atteignit une vitesse mortelle. La flotte Galkrell, lancée à leur poursuite, fonça droit dans ce nuage de destruction qui s'étendait. C'était comme traverser une tempête de sable, faite de lames. Les petits impacts se transformèrent en coups pénétrants. Les coups pénétrants en échecs en cascade. Les vaisseaux s'entrechoquèrent dans leur tentative de fuite. La biennate. Parfaite coordination mentale de Rush se révéla un handicap, la panique se propageant dans la conscience collective. Les Krell perdirent 60 ou 60 vaisseaux en une seule manœuvre. Non pas détruits directement, mais endommagés, paralysés, avec des fuites d'atmosphère et d'équipage. Ils étaient inefficaces au combat, des dangers latents qui rendaient le champ de bataille encore plus périlleux pour leurs alliés. Les humains, dit doucement la conseillère Vex, sa voix mécanique teintée d'admiration, transforment les débris en armes. Ils utilisent leur propre mort contre eux. Le combat se poursuivit pendant 2 heures. Elle était désespérée et semblait inédite dans la galaxie. Le combat acharné, d'une férocité apparemment impossible pour un seul vaisseau, était implacable. Le capitaine Chen n'utilisait aucune tactique enseignée par l'Académie militaire du Conseil, car personne n'avait jamais mené une guerre comme l'humanité. Elle utilisa l'atmosphère de la planète pour se dissimuler dans l'ombre. Grâce à ses capteurs, elle a tiré des missiles sur des trajectoires balistiques qui mettaient 3 minutes à atteindre leur cible, forçant les Krell à maintenir une vigilance défensive sur d'immenses volumes d'espace. Elle a même lancé des conteneurs de charge vides sur des vecteurs aléatoires, forçant l'ennemi à gaspiller des munitions sur des leurres. Mais le moment le plus choquant est survenu lorsque les Krell ont fait leur dernier mouvement désespéré. L'amiral de la Ruche, voyant les pertes atteindre un niveau obscène, prit une décision née de la frustration et de la fureur. Les Krell allaient exploiter leur plus grand atout, le combat rapproché. Ils allaient aborder le vaisseau humain et le détruire de l'intérieur. 300 vaisseaux biologiques, accélérés à la vitesse de l'éperonnage, leurs coques renforcées pour l'impact, allaient attaquer le vaisseau humain et le détruire de l'intérieur. L'impact projette sa coque contre l'indomptable Perse et envoie des milliers de guerriers au combat rapproché dans ses couloirs. Les cris étaient sans égal. Leur capacité de régénération, leur force physique et la coordination intrépide de leur esprit de ruche en faisaient des machines à tuer parfaites dans les espaces confinés. Cela aurait dû fonctionner. Le capitaine Chen observait les frontières qui approchaient avec une satisfaction sombre. Ils arrivent en force. Bien, Marine, préparez-vous à repousser les limites. Montrez-leur ce dont une armure énergétique est capable. Le premier Krell bioéquipé s'écrasa contre le flanc inférieur de l'indomptable. Sa coque organique fondit, déstabilisant une centaine de guerriers. Ils se sont engouffrés dans la brèche comme un torrent de cauchemars miraculeux. Leurs mandibules claquaient avec impatience, prêtes à déchiqueter les extraterrestres au corps mou qui avaient osé défier le Dominion. Ils ont parcouru environ 85 mètres avant de rencontrer quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Des marines humains en armure énergétique Mark 7. L'armure mesurait 2, haut de 7 mètres et pesant une demi-tonne. Il était alimenté par des réacteurs à fusion compacte et équipé de systèmes d'armes intégrés. Ce marine était en quelque sorte un char d'assaut ambulant, capable de soulever une voiture pour survivre dans le vide spatial et de fournir une puissance de feu suffisante pour détruire des véhicules légers. Les Krells chargèrent avec leur agressivité intrépide habituelle. Les marines ouvrirent le feu avec des canons rotatifs tirant des obus explosifs à une cadence de 4000 coups par minute. Le couloir se transforma en un véritable carnage. Les corps des Krells furent littéralement déchiquetés par le feu nourri, leur capacité de régénération étant complètement anéantie par la puissance destructrice des tirs. Lorsqu'ils tentèrent de s'approcher au corps à corps, ils découvrirent que l'armure énergétique humaine n'était qu'une façade. Les marines les engagèrent au corps à corps.
utilisant leur intelligence supérieure pour littéralement réduire les guerriers Krell en miettes. Un marine saisit un Krell par 2 jambes et s'en servit comme d'une massue pour en tuer 3 autres avant de se débarrasser du corps. L'affrontement dura 7 minutes. Pendant ce temps, plus de 600 guerriers imploraient de rejoindre les Indomptables. 53 d'entre eux parvinrent à s'enfoncer au-delà des 3 premiers couloirs. Aucun ne survécut. Le rapport des pertes faisait état de 4 marines légèrement blessés et de 1000 blessés, dont certains avec un cerveau endommagé par la carapace. L'amiral de la Ruche, confronté à la mort simultanée de centaines de guerriers, comprit enfin la véritable terreur que ces humains inspiraient. Il ne se contentait pas de maîtriser la guerre spatiale. Il maîtrisait aussi le combat terrestre à un niveau qui suggérait des siècles de pratique. Les créoles avaient évolué en chasseurs, mais les humains avaient évolué vers quelque chose de plus terrible encore. Ils étaient des survivants qui avaient appris à chasser les chasseurs. Retraite. L'amiral de la Ruche donna l'ordre par la pensée collective. Tous les vaisseaux se retirent. Maintenant, pour la première fois en 300 ans de conquête, le domaine creux fuyait le combat. Sur les 500 vaisseaux qui avaient capturé les Indomptables, 200 étaient encore en état de combattre et pouvaient exécuter l'ordre de retraite. Le reste des vaisseaux dérivaient comme des épaves ou s'éloignaient péniblement, moteurs endommagés. Sur Valasia, le commandant Célis observait, abasourdi, la flotte Krell se briser et fuir. Autour de sa planète natale, les quelques vaisseaux de défense valiens survivants recevaient une transmission urgente du capitaine humain. Force valienne, ici le capitaine Chen. Nous avons roulé. Ils finiront par se regrouper. Je transmets les données tactiques et les plans de défense. Profitez-en pour évacuer vos blessés et renforcer vos défenses. Et que quelqu'un dise à vos hommes que la Terre vous salue. Dans les salles du Conseil galactique, un silence absolu régnait. 30 espèces observaient les conséquences de la bataille, essayant de comprendre ce dont elles avaient été témoins. Un vaisseau humain contre 500 vaisseaux Krells, et les humains avaient gagné, non seulement survécu. Un ambassadeur, Tyros, fut le premier à prendre la parole. Nous devons établir immédiatement le contact avec la Terre. Nous devons savoir qui sont ces gens, d'où ils viennent. Et il s'arrêta, sa voix tombant à un murmure. Nous devons nous assurer qu'ils sont nos amis et non nos ennemis. Car en l'espace d'une seule bataille, la galaxie avait appris une vérité terrifiante. Il existait une espèce qui faisait passer le domaine Krell pour des amateurs. Une espèce qui maîtrisait la physique comme une arme, qui combattait avec autant de créativité que de brutalité, et qui pouvait transformer n'importe quel environnement en champ de bataille. Mais les doutes s'étaient mués en une vérité terrifiante, avaient fait leur apparition sur la scène galactique et s'étaient manifestés par le fracas des canons électromagnétiques. La nouvelle de la défaite des Krell se répandit à travers la galaxie plus vite que la lumière. En quelques heures, toutes les espèces capables de communiquer à une vitesse supraluminique surent que l'impossible s'était produit. Le Dominion Cray, ce cauchemar qui avait englouti 47 civilisations, avait été repoussé par un unique vaisseau d'une espèce inconnue, les humains. La session d'urgence du Conseil galactique fut la plus chargée de l'histoire. Des représentants d'espèces qui n'avaient certes pas assisté aux réunions du Conseil depuis des décennies firent irruption, tous désireux de savoir la même chose. Qui étaient ces humains? Et que voulaient-ils? Le capitaine Sarachen se tenait devant le Conseil, réuni 3 jours après la bataille. Elle s'était rafraîchie et portait son uniforme de la marine. Mais une lassitude persistait dans son regard, témoignant des épreuves et des décisions difficiles. L'Indomptable planait en orbite au-dessus de la station du Conseil, rappelant à tous les présents ce dont l'humanité était capable. Le capitaine Chen commença la prise de parole. Malora, une digne extraterrestre à la peau argentée et aux 3 yeux, prit la parole. Au nom du Conseil galactique, nous vous remercions pour votre intervention.
À l'adresse suivante, Vanassia. Nous avons cependant de nombreuses questions. Comment avez-vous su pourquoi nous avons fait appel à vous? Et surtout, que veut la Terre? Chain prit une inspiration et commença son témoignage. La Terre a effectué un voyage supraluminique il y a 8 mois. Nous n'avons pas annoncé la nouvelle, car nous souhaitions d'abord comprendre la situation galactique. Pendant 60 ans, nous avons reçu et décodé les émissions des systèmes voisins. Nous avons appris vos langues. Nous avons étudié vos cultures. Nous avons écouté votre histoire. Elle s'arrêta, son expression se durcissant, et nous avons entendu les cris. Nous avons intercepté les appels de détresse des espèces exterminées par les crêles. Nous avons visionné les enregistrements des atrocités qu'ils ont commises. Nous avons lu les réponses officielles du Conseil, qui se résumaient généralement à des pensées, des prières et rien de concret. Plusieurs membres du Conseil frissonnèrent d'inconfort. L'ambassadeur Tyros prit la parole d'un ton défensif. Vous ne comprenez pas les complexités de la politique galactique. Une intervention militaire exige un consensus sur les ressources et une coordination entre des dizaines d'espèces. Excusez-moi, l'interrompit Chen d'un ton sec. Ce que vous décrivez, c'est une bureaucratie qui privilégie le confort à l'action. Les Krell commettent un génocide depuis 3 siècles et vous n'avez rien fait. Inutile de les arrêter, car ce serait difficile, coûteux et risqué. L'expression de la première intervenante, Malora, demeura neutre. Vous nous jugez sévèrement, capitaine. Mais dites-moi, si la Terre a tant de principes, pourquoi n'avez-vous envoyé qu'un seul vaisseau? Pourquoi pas une flotte si vous tenez tant à mettre fin au génocide? Shen sourit, sans la moindre trace d'humour. Nous avons envoyé l'indomptable à titre de test. Il nous fallait comprendre comment les Krell combattaient, quelles étaient leurs capacités, et si nos armes et nos tactiques seraient efficaces. Nous avons intercepté l'appel de détresse de Valia et décidé d'intervenir. Considérez cela comme un exercice sur le terrain, un test. Le conseiller Vex se pencha en avant, son corps mécanique tremblant légèrement. Vous avez risqué votre vaisseau et votre équipage pour... Nous sommes l'armée, répondit simplement Chen. Prendre des risques, c'est notre métier. Et oui, c'était un test que nous avons réussi. Nous savons désormais que nous pouvons combattre efficacement les Krells. Nous savons désormais que vos doctrines défensives sont obsolètes. Nous savons désormais que la galaxie a besoin d'aide, qu'elle veuille l'admettre ou non. Dans la salle du Conseil, les conversations s'animèrent dans une multitude de langues, tandis que les représentants débattaient entre eux. Certains étaient offensés par la franchise de Chen, d'autres nourrissaient de l'espoir. Quelques-uns étaient visiblement terrifiés. La présidente Malora commença par rétablir l'ordre. « Capitaine Chen, vos actions ont sauvé le peuple valien et nous vous en sommes reconnaissants. Mais vous devez comprendre notre inquiétude. Votre espèce apparaît soudainement, dotée d'une technologie militaire que nous ne maîtrisons pas entièrement. Vaincre un ennemi qui nous terrorise depuis des siècles et qui se dresse désormais devant nous pour juger notre politique. Comment savoir si vous n'êtes pas simplement une autre menace? C'était une question légitime, et Jen s'y attendait. Vous n'en savez rien. Vous devez faire un choix en fonction de vos actes, non de vos paroles. Nous aurions pu exiger un tribut de Valia pour les avoir sauvés. Nous n'avons pas de mots. Nous aurions pu exiger un tribut de Valia pour les avoir sauvés. Nous ne l'avons pas fait. Nous aurions pu nous emparer de territoires ou de ressources. Nous ne l'avons pas fait. Nous aurions pu simplement partir après la bataille. Nous sommes restés pour aider à la reconstruction et partager des tactiques défensives. Elle fit apparaître un écran holographique affichant les caractéristiques des indomptables. Les membres du Conseil se penchèrent en avant, étudiant les données, avec un vif intérêt. Chen effectua alors un zoom arrière, révélant un système de classification. L'indomptable y figurait comme un porte-avions d'escorte, l'un des plus petits vaisseaux capitaux de la flotte terrienne. Un silence absolu s'installa dans la pièce. « C'est vrai », dit Chen d'une voix douce. L'indomptable est ce que nous considérons comme un vaisseau de soutien de taille moyenne. Il ne fait même pas partie de nos 20 plus grands vaisseaux de guerre.
Si vous vous demandez si la Terre pourrait conquérir la galaxie, la réponse est probablement oui, mais la conquête ne nous intéresse pas. Nous avons passé les 10 000 dernières années à nous conquérir les uns les autres, et nous en avons assez. Enfin unis en tant qu'espèce il y a environ 200 ans, et nous apprenons que nous collaborons encore aujourd'hui, elle ferma l'écran et s'adressa directement au Conseil. La Terre souhaite proposer une alliance, non pas fondée sur la peur ou la domination, mais sur la défense mutuelle. Nous partagerons notre technologie militaire et notre doctrine tactique. En échange, nous souhaitons avoir accès à vos connaissances scientifiques, à votre médecine et à votre culture. Nous voulons commercer, apprendre et progresser ensemble. Mais il y a une condition non négociable. Laquelle ? Demanda le premier prétendant. La nécessité d'apaiser les agresseurs, déclara fermement Chen. Plus besoin de débattre confortablement installés dans des pièces pendant que des civilisations brûlent. Il est temps d'en finir avec les calculs et les inactions. Le Conseil doit former une véritable coalition de défense, dotée d'une coordination militaire effective et de la volonté de l'utiliser. Si vous voulez notre aide contre les Krell ou toute autre menace, vous devez agir. Soyez prêts à combattre à nos côtés. L'ambassadeur Tyros se leva, ses écailles scintillant d'émotion. Nombre d'entre nous accueilleraient favorablement une telle alliance, capitaine. Mais vous devez comprendre que toutes les espèces du Conseil ne sont pas des guerriers. Certains d'entre nous sont philosophes, scientifiques, artistes. Nous ne sommes pas faits pour la guerre. Les Valiants n'ont pas été vaincus par Chen non plus, mais ils ont tout de même été battus, contraints et forcés. Je ne vous demande pas de devenir des guerriers. Je vous demande de soutenir ceux qui combattent à vos côtés et de contribuer par tous les moyens possibles à la défense de la civilisation. Les Krills ne comprennent que la force. Montrez-leur maintenant la faiblesse qui se décline en 30 variantes. Le débat se prolongea pendant des heures. Certaines espèces promirent un soutien immédiat à l'Alliance. D'autres souhaitaient consulter leur gouvernement. Quelques-unes, isolées et loin des Krellas, se demandaient si une intervention était nécessaire. Comme l'affirmait le Conseil, un événement survenu dans les profondeurs de l'espace Krell allait grandement faciliter leur décision. L'amiral de la Ruche était rentré en disgrâce sur les mondes d'origine Krell. La conscience collective du Dominion vibre de fureur face à cette défaite. Pendant 300 ans, ils avaient été invincibles. À présent, un simple vaisseau d'une espèce inconnue avait brisé cette invincibilité. L'impératrice Krell elle-même, antique et massive sur son trône biologique, exigea des réponses. Par le biais de l'esprit collectif, elle étudia chaque détail de la bataille. Elle analysa les tactiques, les armes et les capacités humaines, et parvint à une conclusion qui insuffla une détermination farouche à des milliards de guerriers Krell à travers des dizaines de systèmes. Cette menace humaine devait être écrasée immédiatement, pas seulement vaincue, mais anéantie si complètement qu'il n'en reste aucune trace. Le Dominion rassemblerait toute sa puissance militaire grâce à des milliers de vaisseaux venant de territoires centraux qui n'avaient pas connu de combat depuis des décennies. Ils trouveraient la Terre et la réduiraient, et ensemble, ils feraient un exemple qui terrifierait la galaxie jusqu'à la subjuguer pour 300 ans de plus. Les Krell commencèrent leur mobilisation. Il leur faudrait des mois pour rassembler leurs forces, mais lorsqu'ils frapperaient, ce serait avec une puissance écrasante. Aucun vaisseau, aussi avancé soit-il, ne pourrait résister à leur véritable nature. Ils avaient tiré les leçons de leur erreur. Ils ne sous-estimeraient plus jamais ces humains. De retour au poste du Conseil, le capitaine Chen reçut une transmission cryptée du commandement de la flotte terrestre. Elle se dirigea d'un pas rapide, puis se permit un léger sourire. Elle interrompit poliment mais fermement le débat en cours. Chers membres du Conseil, je viens de recevoir une notification de la Terre. Sachez que la Terre n'est pas restée inactive à attendre vos délibérations. Il y a 3 mois, nous avons dépêché la 3e flotte dans ce secteur pour poursuivre la mission des Indomitables. Un nouvel écran holographique s'est affiché, révélant 20 cuirassés, chacun 2 fois plus imposant que l'Indomitable, ainsi que 40 croiseurs, 60 destroyers, et un contingent complet de navires de soutien. Plus de 150 navires de guerre au total.
Ils arriveront dans environ 4 semaines, poursuivit Chen. Leur mission est d'anéantir la menace Krell une fois pour toutes. Nous ne vous demandons pas votre permission. Nous vous offrons simplement l'opportunité de participer, de montrer à la galaxie que la civilisation peut se défendre lorsqu'elle choisit d'agir de concert. La salle du conseil s'embrasa de nouveau, mais cette fois, le ton était différent. Auparavant, le débat portait sur la possibilité de s'allier aux humains. Désormais, il s'agissait de savoir à quelle vitesse ils pourraient préparer leurs propres forces pour les rejoindre. Car la galaxie allait être témoin d'un événement inédit. L'humanité n'allait pas se contenter de se défendre contre les Krell. Elle allait leur déclarer la guerre. Et lorsque la Terre enverrait sa flotte en guerre, la galaxie apprendrait la différence entre se battre pour survivre et se battre pour gagner. 3 mois plus tard, la flotte combinée se rassembla aux confins de l'espace. Le cuirassé Krill 20, appartenant à l'humanité, flottait en formation aux côtés de 300 vaisseaux de 14 espèces du Conseil. Il s'agissait de la plus grande coalition militaire de la galaxie, connue depuis plus de 1000 ans, et elle existait parce que l'humanité avait prouvé que les créatures pouvaient être vaincues. L'amiral Marcus Stone commandait la 3e flotte humaine depuis le cuirassé USNS Thunderchild. Il avait 60 ans et les cheveux longs. Malgré son air enjoué et le poids de 2 guerres coloniales et d'une douzaine de conflits mineurs sur ses épaules, il s'était porté volontaire pour cette mission dès qu'il avait entendu parler des crânes. Il avait consacré sa carrière à combattre les menaces humaines. L'opportunité de se battre pour une cause plus grande que la politique terrestre l'avait séduit. « Rapport de situation », demanda Stone depuis son poste de commandement. « Tous les vaisseaux humains étaient prêts et en position », rapporta son officier tactique. « Les forces du Conseil sont encore en train de se déployer selon leur formation. Les séduits rencontrent à nouveau des problèmes avec leur système de navigation. » Stone se permit un léger sourire. « Transmettez-leur nos données de navigation et demandez au lieutenant Park de leur expliquer le calendrier. Il est impératif que tout le monde soit sur la même longueur d'onde avant le saut. Ces 3 derniers mois avaient été intenses. » Des conseillers militaires humains étaient disséminés dans toute la flotte du Conseil, dispensant des formations sur la doctrine des armes combinées, les schémas de tir coordonnés et les théories tactiques modernes. Ce fut une tâche ardue. Nombre d'espèces n'avaient sans pas mené de guerre majeure depuis des siècles. Leurs vaisseaux étaient conçus pour l'exploration ou les patrouilles légères, et non pour des combats prolongés. Mais ils apprenaient, et plus important encore, ils s'efforçaient. Le conseiller Vex, qui assurait désormais la liaison militaire du Conseil, un message apparut sur l'écran de commandement. « Amiral Stone, les forces du Conseil sont prêtes à faire leur rapport. Cependant, je dois vous faire part de mon inquiétude quant à nos chances. Les renseignements Krell indiquent qu'ils ont rassemblé plus de 3000 vaisseaux dans leurs systèmes centraux. Ils sont en train de passer à l'action. Nous sommes toujours en infériorité numérique. 10 contre 1. Oa epumawa. Notez bien, répondit Stone calmement. Mais le nombre ne fait pas tout. Les Krell sont sur le point de découvrir ce que les humains appellent la guerre interarmes. Vos armes énergétiques compléteront parfaitement nos systèmes cinétiques. Ils s'attendent à ce que nous combattions comme ils l'ont toujours fait. Nous allons innover. » La flotte effectua un saut supraluminique et émergea dans l'espace Krell 3 heures plus tard. Le site qui les accueillit était stupéfiant. Les Krell avaient concentré toute leur puissance autour de leur monde d'origine. Et les Bureps s'étendaient tout à travers le vide en nombre incroyable, organisés en lignes défensives si profondes qu'il faudrait des heures pour les percer. L'impératrice Ruche Krell observait la flotte qui approchait à travers des milliers d'yeux. Elle s'était préparée avec soin à ce moment. Les humains ne remporteraient pas une victoire facile. Chaque vaisseau, chaque arme, chaque guerrier du Dominion était prêt à défendre son existence. Ce serait la bataille qui mettrait fin aux brefs instants d'importance galactique de l'humanité. L'amiral Stone étudia l'entraînement défensif et, avec l'approbation de la tête de chat, ils tirèrent des leçons de ce combat indomptable. Une bonne profondeur défensive,
Pas de regroupement des lignes de tir dégagées. Ils étaient bien préparés. « Monsieur, cela fait 3000. »« Navire » dit son officier tactique d'une voix nerveuse. « Même avec le soutien du Conseil, ce sera brutal. La guerre est toujours brutale, lieutenant. Mais nous ne sommes pas là pour gagner sans heurts. Nous sommes là pour gagner à coup sûr. » Stone ouvrit un canal vers toute la flotte. « Tous les navires. Ici l'amiral Stone. Aujourd'hui, nous ne combattons pas seulement pour la Terre ou pour le Conseil, mais pour toutes les espèces que les Krell ont anéanties. Pour 47 civilisations disparues. Pour les milliards de voix réduites au silence. Portons leur mémoire au combat. Rendons-les fiers. À mon signal, nous exécutons Alpha 7. 3, 2, 1, 1. La flotte combinée se divise en 3 groupes, chacun adoptant une trajectoire différente vers la sphère défensive, des Krell. Les Krell se préparèrent à répondre à chaque attaque par une force écrasante, confiants dans leur supériorité numérique. C'est alors que les humains révélèrent frotter la première surprise. Les vaisseaux du Conseil, équipés de canons à plasma et de faisceaux de particules, ouvrirent le feu à portée maximale de leurs armes énergétiques, balayant tout le territoire sur de vastes distances. Les boucliers Krell s'activèrent, déviant les tirs ennemis comme prévu. C'était une guerre familière, ils la connaissaient. Tandis que les Krell privilégiaient les attaques énergétiques, les vaisseaux humains lançaient des frappes de missiles d'une efficacité suicidaire. Des centaines de missiles, chacun suivant une trajectoire balistique, voyageant à faible vitesse dans la lumière, qui mettrait quelques minutes à atteindre sa cible. Les systèmes de suivi de Krell les ont classés comme menaces de faible priorité. Les missiles oscillants étaient facilement interceptables. Ce que Krell ignorait, c'est qu'il ne s'agissait pas de missiles d'attaque, mais de systèmes de lancement pour une arme bien plus dangereuse, des champs de mines nucléaires coordonnés. Les missiles, dispersés sur le champ de bataille, explosèrent simultanément, créant des zones de chevauchement des radiations, des interférences électromagnétiques et du plasma surchauffé. Les boucliers Krell, conçus pour les tirs directs, durent soudainement se protéger des dangers environnementaux venant de toutes parts. Les forces du Conseil concentrèrent alors leurs tirs sur les secteurs 7 à 12 de la grille, ordonna Stone. Il fallait les frapper tant que leurs boucliers étaient actifs. La flotte combinée concentra ses tirs sur les points faibles. Les vaisseaux Krell, soudainement vulnérables, commencèrent à subir des dégâts catastrophiques. Mais ils n'étaient pas sans défense. 4000 vaisseaux équivalaient à 3000 plateformes d'armes, et les Krell ripostèrent avec une force dévastatrice. La bataille se transforma en un combat d'entraînement brutal. Les canons électromagnétiques humains perçaient les coques des Krell, tandis que le bioplasma consumait les boucliers alliés. L'énergie du Conseil des armes transperçait les formations ennemies, tandis que les missiles acides corrodaient les armures humaines. Les vaisseaux des 2 camps furent détruits par dizaines, puis par centaines. L'amiral Stone examina le bilan des pertes qui s'accumulaient et s'efforça de garder son calme. C'était la réalité d'une guerre de grande ampleur. Des braves tombaient, des navires étaient écoulés. Mais céder au chagrin ou au doute ne ferait qu'aggraver la situation. Il devait se concentrer sur la victoire, car c'était le seul moyen de sauver le plus de vies possible à long terme. Déployer les navires sur les zones les plus actives, Kassaba, ordonna-t-il. Viser le groupe de commandement Krell. 6 croiseurs humains ont rompu les rangs et foncé, droit sur la plus forte concentration de vaisseaux Krell. Il s'agissait de vaisseaux suicides pilotés par des volontaires conscients de leurs faibles chances de retour. Leurs coques avaient été démantelées et remplies d'armes nucléaires perfectionnées, conçues dans un seul but, créer des faisceaux concentrés de plasma nucléaire, capables de traverser plusieurs vaisseaux en une seule détonation. Les Krell, conscients de la menace, concentrèrent leurs tirs sur les croiseurs qui approchaient. 3 furent détruits avant d'atteindre leur cible. Les 3 autres parvinrent à se positionner de manière optimale avant de déclencher simultanément leur charge explosive. Les tirs nucléaires qui s'ensuivirent percèrent 17 vaisseaux capitaux Krell, dont 3 vaisseaux de commandement. L'esprit collectif des Krell frémit,
tandis que des milliers de consciences partagées s'éteignent simultanément pendant un bref instant. La coordination affaiblit les navires hésitants, les formations d'une scière. Ce ne furent que 3 secondes de confusion. Mais 3 secondes représentent une éternité dans un combat moderne. Et la flotte combinée exploita inévitablement la brèche. Un feu concentré pilonna les forces désorganisées, des tempêtes de grêle détruisant 40 autres navires avant qu'ils ne puissent se rétablir. Lorsque la conscience collective reprit le contrôle, les Krell avaient tant perdu 20% de leur force. La bataille n'avait duré que 2 heures. L'impératrice Rush, ressentant la mort de ses enfants à travers la conscience partagée, prit une décision. Elle activa son biohype personnel. Un vaisseau gigantesque, de la taille d'une petite lune, prit le commandement direct de la bataille. Sa présence stabilisa la conscience collective et revigora les guerrières Krell. Ils ne briseraient pas. Non, ils ne reculeraient pas. Ils se battraient jusqu'au dernier vaisseau s'il le fallait, pendant 6 heures. De plus, le champ de bataille transforma l'espace de 21 en un cimetière de navires naufragés et de débris flottants. Les pertes humaines se chiffraient par milliers. Les vaisseaux du Conseil étaient maintes et perdus par dizaines, mais les Krell perdaient encore plus rapidement. Leur capacité de régénération, si efficace lors des guerres précédentes, furent submergées par la puissance destructrice brute qui s'abattait sur eux. Alors, les Krell jouèrent leur dernière carte. Ils déployèrent une arme biologique. Un virus conçu pour cibler les formes de vie non humaines et se propager rapidement par les systèmes de ventilation des vaisseaux spatiaux. Une froide fureur s'empara de lui. L'utilisation d'armes biologiques était une limite que même les pires guerres de la Terre avaient rarement franchie. L'écrivain venait de prendre cette affaire personnellement. « Déployez les contre-mesures », ordonna-t-il. « Envoyez immédiatement les données médicales à tous les vaisseaux alliés. » Son médecin-chef parut perplexe. « Monsieur, nous avons besoin de temps pour analyser le virus et mettre au point un remède. Cela pourrait prendre des jours. » « Nous n'avons pas besoin de mettre au point un remède. Cela pourrait prendre des jours. »« Nous n'avons pas besoin de développer un remède, » répondit Stone d'un ton sombre. « Nous en avons déjà un. Vous croyez que la Terre n'a pas passé des siècles à se préparer aux guerres de l'Arc. Nous avons répertorié et créé des contre-mesures pour des milliers d'agents biologiques potentiels, nanomédicaments terrestres, antiviraux à large spectre, stimulateurs immunitaires adaptatifs. Nous avons inculqué cette leçon à nos alliés lors de la guerre des Arcs de 2097. Envoyez tout ce que nous avons aux vaisseaux infectés. Envoyez. En moins de 30 minutes, la guerre Arc-Krell était neutralisée. Les équipages alliés s'étaient remis, la panique s'était dissipée et le dernier avantage des Krell s'était évaporé. Il ne leur restait plus que leurs effectifs et ces chiffres diminuaient rapidement. La colonie impériale, voyant ses forces s'effondrer, comprit enfin ce que le capitaine Chen avait tenté d'expliquer à la galaxie. Les humains n'étaient pas simplement une espèce belliqueuse. C'étaient des survivants qui avaient transformé leur survie en armes,